On se retrouve, Michel Sapin, donc avec vous dans un petit salon attenant à votre bureau de cet hôtel particulier qui est le ministère du Travail aujourd'hui. Il donne sur un très beau jardin, on voit les boiseries. Alors on le sait, vous avez diminué vos salaires, vous faites un gouvernement modeste, mais quand même, je me mets à la place des Français, ils doivent se dire, ils ne s'embêtent pas les ministres. Hein. Oui, c'est ce que la République a mis à notre disposition. Pourquoi est-ce qu'on refuserait l'histoire? Pourquoi est-ce qu'on refuserait de s'inscrire justement dans cette histoire? Il y a eu des ministres du Travail avant moi, il y en aura d'autres après moi. Ils sont ici, ou ils sont dans l'hôtel qui est lui-même l'endroit où ont été signés les grands accords, les accords de Grenelle, toutes les grandes conquêtes sociales. Donc il ne faut pas refuser cela, il faut s'inscrire dedans, tout en le faisant avec la modestie nécessaire à la situation de crise que connaissent les Français. Vous vivez dans ce ministère? Non, je vis chez moi. J'ai un appartement ici, et chez moi c'est à Argenton-sur-Creuse, où je retourne à peu près tous les week-ends, heureusement. Dans l'Indre. Mais vous, y passez beaucoup de temps, c'est quoi vos horaires? Ici, oui, beaucoup de temps, oui. J'arrive ici toujours avant 7h du matin. Entre 7h et 8h, 8h30, c'est le moment où on peut vraiment travailler, lire les journaux, voir tout ce que vous avez pu dire, les uns et les autres, et puis préparer aussi la journée. Après, la journée, c'est un enchaînement de réunions, ici, à Matignon, à l'extérieur. Je me déplace aussi sur le territoire français, parce qu'il faut voir les réalités, il faut rencontrer les gens. Voilà, donc c'est vrai que c'est un rythme très très puissant, et le soir, c'est rare que je me couche avant minuit. Vous avez déjà été ministre, vous êtes un des seuls ministres de ce gouvernement qui l'a déjà été. Il y a vraiment une manière différente de gouverner aujourd'hui ? Oui, globalement, oui. Après, chacun d'entre nous, nous pouvions avoir des attitudes plus modestes, plus ou moins modestes dans la période précédente. Bon, j'ai toujours essayé de faire en sorte de respecter les moyens de la République et continuer à vivre normalement, parce que si on ne vit pas normalement, vous savez, ministre, ça ne dure jamais très longtemps. Donc après, ça fait une coupure, une cassure, donc il faut essayer de respecter son propre équilibre personnel. Voilà, donc c'est pas la première fois, mais aujourd'hui, c'est l'ensemble du gouvernement qui veut vraiment montrer clairement, c'est pas le fond de la politique, mais clairement, aux yeux des Français, qu'on ne vit pas aujourd'hui comme ministre de la même manière que naguère, parce que les Français vivent dans les difficultés. Vous contrôlez les économies, vous contrôlez les dépenses, vous êtes... Pardon, je ne vais pas faire toutes les additions et tous les calculs, mais enfin, vous savez aussi qu'on va laisser de côté la question de la rémunération du ministre, mais les moyens des cabinets ont considérablement diminué, et c'est légitime et normal. Le nombre de nos collaborateurs a diminué, et les moyens de fonctionnement ont diminué. Voilà. Bon, après, on s'habitue très bien et effectivement, on vit très correctement comme ça. Vous êtes un très proche de François Hollande, vous l'avez rencontré il y a très longtemps au service militaire, et Laurent Binet, dans son livre sur la campagne, raconte une anecdote. Vous étiez tous les deux perdus dans la forêt et vous êtes à bout. Dans la lande, c'était encore pire. Dans la lande, et vous portez chacun un sac de 11 kilos. Il n'en peut plus, il dit « on va mourir ici » et vous prenez son sac et vous arrivez à retourner tous les deux à la caserne. Ça crée des liens, hein. Oui, bien sûr. Enfin, ceux qui ont connu le service militaire savent un peu ce que ça veut dire. Alors, on était lâchés comme ça dans la nature le soir. Il fallait, avec une boussole, une carte, retourner jusqu'à la caserne. Voilà, et avec François, on s'est créé à ce moment-là, avec le président de la République, nous nous sommes créés des liens. Les liens amicaux sont une chose, les liens entre un président de la République et un ministre, c'est autre chose. Comment ça se passe ? C'est autre chose, c'est un président de la République, je ne suis qu'un ministre. Et à partir de là, il fixe des orientations, il me parle comme aux autres, ce qui ne change rien à l'amitié personnelle, aux relations personnelles que nous pouvons avoir, et elles sont très intimes, mais l'intimité n'a pas à se mêler du travail d'un gouvernement. Vous lui parlez, vous faites des SMS, Le moins possible, je lui parle bien sûr, mais le moins possible, parce que je pense que là aussi, le bon travail d'un gouvernement, c'est de travailler avec les autres ministres et de travailler avec le Premier ministre. Puis de temps en temps, c'est normal, le président de la République a besoin d'une information, a besoin de donner une orientation, a besoin de connaître la situation, et il peut à ce moment-là rentrer directement en contact avec un ministre, mais il le fait très peu, et il a raison de le faire très peu. Dans ce ministère, vous êtes installé, il y a des objets personnels comme ça pour marquer votre présence? Il y en a quelques-uns ici, mais enfin, je n'essaye pas de faire en sorte que ça devienne chez moi. Je suis très modeste, je pense que ça appartient à la République, donc je le respecte comme ça. Mais bon, il y a une carte là-bas qui m'indique où se trouve Argenton-sur-Creuse, donc ma commune en France, et la région Centre, que j'ai présidée pendant très longtemps avec beaucoup de plaisir. Il y a aussi quelques objets qui sont des clins d'yeux, les éléphants en particulier.
Chacun voit bien à quoi je fais référence. Justement, vous parliez à l'instant du Premier ministre. Vous revenez des journées parlementaires de Dijon. On a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de désordre dans cette majorité, qu'il y a des députés qui viennent rappeler au président ses promesses à peine 4 mois après son arrivée à l'Élysée, qu'il y a des ministres qui parlent et qui se contredisent, qui se poussent peut-être un peu du col. Est-ce que le Premier ministre contrôle sa majorité? Oui, mais... qui est de temps en temps des différences qui s'expriment, y compris entre ministres. Franchement, j'ai connu ça toujours, et on l'a pu le regarder d'ailleurs avec d'autres. C'est pas la question, jusqu'à un certain niveau, bien sûr. Même. Est-ce que le niveau n'est pas dépassé là? Non, ce qui est très mauvais, ce sont ce que j'appelle parfois le couac des égaux. E-G-O. On est tous égaux, certes, mais le couac des égaux. Et ça, il faut faire attention, parce qu'on peut être fier de soi-même, on peut tenir à ce qu'on soit respecté, mais il faut laisser tout cela de côté. Dans un gouvernement, on est au service des autres, on défend des thèses, on a le droit, sur le fond, d'avoir des différences au moment où on en discute, puis après, il y a une position qui est celle du gouvernement. Mais quant à la majorité, parce que vous dites, il y a des députés qui viennent, qui s'expriment et qui peuvent... Enfin, qui signent une pétition pour rappeler au président... Pas une pétition, c'était un article. Il y a un article pour rappeler une position... 4 mois après seulement. Pour rappeler qu'on est attaché à ce que les promesses du président de la République deviennent des réalités. On est tous pareils. Moi, je suis engagé par ce qu'a dit François Hollande dans cette campagne. Et c'est ce que je fais chaque jour, ce que je ferai demain. Mais si on n'est pas comme ça, on est godillot. Voilà. Donc moi, je préfère aujourd'hui une majorité qui sait débattre, et qui sait se rassembler. Et elle se rassemblera à quelques unités près autour d'un sujet les plus délicats, par exemple celui sur l'Europe. La nécessité absolue de stabiliser la situation en Europe. Parce que si on ne stabilise pas la situation en Europe, il n'y aura pas de création d'emplois. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est absolument nécessaire dans la bataille contre le chômage et pour l'emploi. Vous êtes sûr que vous allez y arriver, qu'il n'y aura pas beaucoup de voix divergentes et qu'il n'y aura pas beaucoup de désordre? Il y aura quelques voix divergentes, vous les remarquerez plus que toutes les voix convergentes. Ça fait partie, je dirais, de la vie, mais la majorité sera là, elle sera soudée et les textes seront adoptés parce que le président de la République s'y est engagé pendant la campagne électorale. Daniel Cohn-Bendit s'adressait à ses amis verts et il a dit on ne peut pas dire non, on ne peut pas voter non et rester au gouvernement. Vous êtes d'accord? D'ailleurs, les ministres ne votent pas, donc vous ne saurez pas dans quel sens ils auraient voté. Les députés verts. Oui, les députés, chaque député a sa liberté. Moi, je ne mets pas en cause la liberté individuelle de chaque député. Ce que je fais, c'est que je rappelle à la responsabilité collective. La responsabilité collective l'emporte sur la liberté individuelle de chacun des députés. Mais si les députés verts votent contre, est-ce que les ministres verts peuvent rester au gouvernement? Écoutez, je suis persuadé qu'il y a des députés verts ou des sénateurs verts qui voteront pour. Il y en a d'autres peut-être qui voteront contre, il y en a d'autres qui peut-être s'abstiendront. Ça ne change rien au fait qu'il y a une majorité présidentielle qui s'exprime au sein de l'Assemblée nationale et qui apporte au gouvernement, je l'ai vu encore avec la discussion sur les emplois d'avenir, des majorités très puissantes, très fortes et qui permettent de mettre en œuvre des décisions parce qu'il faut être efficace. Au bout du compte, tout ça, c'est fait pour quoi? C'est pas pour débattre, c'est pas pour alimenter les colonnes des journaux, c'est pour changer la réalité des gens. On en parlait justement, on va y revenir, mais 2 petites questions. Manuel Valls, tout le monde en parle, il est de droite? Non, c'est ridicule. Chacun connaît ses valeurs. Moi, je connais depuis très 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 longtemps. Il faisait partie des très jeunes rocardiens avec lesquels j'ai travaillé, en ayant quelques années de plus que lui, lorsque j'étais moi-même très proche de Michel Rocard. Il est profondément baigné dans ses valeurs de gauche. Et la sécurité, c'est une valeur de gauche. Il faut arrêter de laisser croire que parce qu'on parle de sécurité pour les Français, on serait de droite. Donc il faut arrêter de l'attaquer, vous dites ça aux députés qui, certains, l'attaquent? Je dis qu'à ceux de droite qui disent il est bien ce mec-là, je le considère comme de droite, voilà, c'est des petits jeux sans intérêt. Il joue un rôle fondamental. C'est à l'intérieur de la majorité qu'il y a des contestations. C'est une valeur de gauche. Il a cette responsabilité dans ce gouvernement et il le fait avec efficacité et sensibilité. Martine Aubry n'exclut pas de revenir un jour à Matignon. Mais qui peut exclure quoi que ce soit pour soi-même? Donc c'est tout à fait possible. Mais je n'en sais rien, mais je comprends très bien qu'une personnalité forte, on parlait d'elle comme ministre du Travail, elle a beaucoup marqué ce ministère, ce secteur de l'action publique, quelqu'un qui a dirigé le Parti Socialiste, dise, y compris depuis Lille, je ne suis pas morte, elle existe en politique, on entendra sa voix, et sa voix sera utile, et sera utile au gouvernement d'aujourd'hui, sera utile au Premier ministre d'aujourd'hui. Pour le reste, c'est la vie.
L'actualité sociale, elle est très riche, évidemment. La SNCF, aujourd'hui, on a appris qu'il y aurait des délocalisations d'emplois d'informatique. La CGT s'indigne, la direction relativise et dit qu'il s'agit de quelques emplois. On en fait trop. Guillaume Pepy a dit tout ce qu'il fallait dire sur cette affaire. Il a dit le nombre d'emplois que, grâce à la SNCF, on offre aux jeunes Français. C'est très nombreux. Le nombre d'emplois que, grâce à l'activité de la SNCF, je parle aux ferroviaires, en termes de travaux publics ou en termes de construction de rames, on donne aux Français. Il a dit aussi toutes les activités à l'extérieur de la France. Parce que la SNCF, mais donc, est-ce que la SNCF a le droit de délocaliser alors que c'est une entreprise à 100% de l'État? Absolument rien du tout. C'est quelqu'un avec qui elle passe un marché et on ne va pas aller vérifier à 10 unités près ce qui se passe dans le marché derrière. La SNCF est une entreprise de grande qualité avec un chef d'entreprise de grande qualité, Guillaume Pepy, pas nous qui l'avons nommé, même s'il avait beaucoup travaillé en particulier avec Martine Aubry autrefois, il fait un travail de grande qualité. Je pense qu'il y a suffisamment de sujets extrêmement importants, extrêmement sérieux pour ne pas se polariser sur une question comme celle-ci. On lui cherche des noises. Non, mais après je comprends que chacun défende, c'est normal, tout syndicat est sensible à 10 unités près, à chaque salarié. Bon, je comprends tout à fait cela, mais je pense aussi que tous ces syndicats, ils sont axés sur une affaire décisive. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que les entreprises puissent embaucher plus? Qu'est-ce qu'on fait pour que les jeunes puissent accéder à l'emploi? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plus de sécurité dans l'emploi? Toutes les organisations syndicales sont aujourd'hui, on en reparlera bien sûr, dans une grande négociation pour apporter des réponses à ces sujets-là. Ça, c'est fondamental. Donc il ne se distrait pas sur d'autres choses. Un autre sujet d'actualité, le ministre Vincent Peillon annonce l'embauche de 40 000 professeurs. C'est une folie, on n'a pas le premier euro, dit Jean-François Copé. Bon, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les 40 000 Non, Copé, il ne sait pas compter. Il faut qu'il compte. Il faut qu'il apprenne à compter. Aujourd'hui, il y a chaque année 25 000 professeurs qui partent à la retraite. On les remplace ou on ne les remplace pas? Ah, ils ne les remplaçaient pas. Nous, on les remplace. 25 000 embauches. Et on a dit que sur 5 ans, sur 4 ans, il fallait retrouver 60 000 emplois de plus. Ça fait 15 000 par an. 25 plus 15, ça fait 40 000. Oui, l'année prochaine, il y a 40 000 jeunes qui vont pouvoir rentrer dans l'éducation nationale. Je ne vois pas où est le problème, c'était les engagements. Évidemment, il y a un budget pour 2013. Quand M. Peillon, ministre de l'Éducation nationale, décrit cela, c'est qu'il décrit ce budget qui va être adopté la semaine prochaine et qui lui permettra de mettre en œuvre 15 000 postes de plus. Tant mieux, l'année prochaine, il y en a besoin. Et donc, et c'est au fond la seule chose, M. Copé aurait dû se préoccuper que de cela. Il devrait dire, jeunes Français, vous qui ne pouviez pas accéder à l'éducation nationale, maintenant, allez-y. C'est un beau métier, c'est un métier au service des autres, c'est un métier valorisant pour vous-même, c'est un métier qui doit être ouvert à tous. Aujourd'hui, il n'y a que les enfants d'intellectuels et de bourgeois qui se présentent, j'exagère, mais beaucoup, qui se présentent à ces concours. Et on a fait un emploi d'avenir professeur pour permettre à ceux qui font l'effort, mais qui n'ont pas l'argent, quand les familles ne peuvent pas soutenir, pour aller jusqu'au concours de professeur, parce que ça dure beaucoup plus longtemps, les études de professeur, de pouvoir le faire. Il faut diversifier socialement l'accès. C'est un superbe métier. Donc au lieu de crier, comme il l'a fait, M. Copé, il devrait leur dire, allez-y, présentez-vous à ces concours, réussissez-les. 150 000 emplois d'avenir. Ça commence quand? Ça concerne qui? Ça commence dès que nous aurons fini l'adoption de ce texte. Il sera adopté, je pense, au début du mois d'octobre, la mise en route, et dès novembre, les premiers emplois d'avenir seront signés. Ça concerne qui? Justement, ces jeunes, si nombreux. Jamais il y a eu autant de jeunes, 500 000 jeunes, qui n'ont pas d'emploi et pas de formation. C'est le double échec. Échec économique, il n'y a pas d'emploi pour ces jeunes. Échec de l'éducation nationale, parce qu'on lui avait supprimé ses moyens, justement, qui fait que jamais il y a eu autant de jeunes qui sortaient sans formation du système éducatif. Il faut leur offrir une première possibilité dans la vie. C'est ça, c'est 150 000 d'emplois d'avenir offerts aux jeunes qui sont dans une grande difficulté. Le président Hollande a dit « J'inverserai la courbe du chômage en 1 an ». C'est une fable, c'est un conte pour enfants, pour endormir les enfants la nuit. Non, je pense que d'abord c'est parfaitement possible, parfaitement nécessaire évidemment, parfaitement possible. Personne n'y croit, 8 Français sur 10 n'y croient pas. Je comprends parfaitement que les Français n'y croient pas, parce qu'ils ont entendu pendant des années, en particulier un président de la République, le précédent, qui disait vous êtes à 10%, je vais vous ramener à 5%. Il ne le croyait d'ailleurs pas à la fin. Vous ne faites pas la même erreur en vous lançant comme ça sur une promesse. Vous le verrez, chacun pourra en juger.
Chacun pourra juger l'année prochaine ou dans les 18 mois qui viennent. Chacun pourra juger de cela. Moi, mon problème, la question qui m'est posée, l'obligation qui m'est faite par le président de la République et par le Premier ministre, c'est de mettre en œuvre tous les outils qui permettent de faire reculer le chômage. Tous les outils. Parler des emplois d'avenir pour les jeunes qui sont dans de grandes difficultés. Contrat de génération, on en parlera peut-être, pour que tous les jeunes, quelle que soit leur qualification, puissent trouver un emploi dans toutes les entreprises, et en particulier dans les PME, PMI. C'est là que se créent des emplois pour les jeunes. Et puis, cette négociation dans laquelle les partenaires sociaux sont lancés, c'est aussi pour permettre qu'il y ait un marché du travail, comme on dit, qui fonctionne mieux, qui soit plus sécurisant pour chacun des salariés et plus sécurisant pour les entreprises. Et puis, c'est toute la politique économique. Je vous l'ai dit, s'il faut absolument stabiliser l'Europe, s'il faut adopter le traité budgétaire... Les 3%, c'est pas 300 000 chômeurs de plus, c'est ce que disent les opposants au traité. C'est une baliverne. Je ne vois pas pourquoi 3%, 300 000. Donc si on continue à s'endetter, on n'a pas les moyens de lutter contre le chômage. Est-ce que quand on respecte... on est sûr d'avoir le chômage qui augmente. Et donc si il faut diminuer l'endettement. On n'a pas aussi beaucoup de chômage à la clé? Non, ce n'est pas du tout comme ça que les choses se présentent aujourd'hui. L'endettement est un frein à l'emploi. Nous diminuerons l'endettement. La faible croissance est un frein à l'emploi. Grâce à une politique industrielle et par une politique européenne de croissance, nous pensons pouvoir relancer la croissance. Et la croissance, ça passe par les entreprises, parce que c'est là que ça se crée, les richesses et les emplois. On va en parler ensemble. Il nous reste évidemment la deuxième partie de cette émission. Merci Michel Sapin.